Bonjour à toutes et à tous. Dans cette deuxième partie, nous retrouvons Robert pour évoquer l'histoire des Gilets jaunes de Rodez, la question de la représentation, des porte-paroles et de l'organisation du mouvement, les tentatives de récupération et une réflexion sur l'extrême droite et l'électorat du Rassemblement national. Et donc, on s'est retrouvé comme ça. Et on a été incendié. On a quelques soupçons. Je ne vais pas les émettre là, puisque je ne voudrais pas tomber sous le coup d'une possible poursuite judiciaire, mais on a quelques idées sur qui est à l'origine de l'incendie du QG, on appelait ça le QG, que nous avions monté au McDo, au rond-point du McDo. Et après, on s'est installé au rond-point, et c'est là qu'on a fait l'essentiel, au rond-point de Calcomiers, c'est-à-dire au carrefour des routes vers Decazeville et vers Villefranche-de-Rouergue. Alors rapidement, pour revenir dessus, parce que tout à l'heure tu évoquais les premières occupations de rond-point, avant les gardes de nuit. Donc, juste pour situer, parce que là tu parles d'un incendie, etc. Oui. Est-ce que tu peux réexpliquer comment ça s'est passé ? Parce que quand on parle gilets jaunes, souvent on pense à des cabanes construites sur des ronds-points, oui, etc. C'était ça. Comment ça s'est passé ? Comment vous êtes, entre guillemets, sédentarisé à Rodez ? Alors, à Rodez, et là, je n'y ai pas participé, puisque ça s'est sédentarisé tout de suite. Je t'ai parlé du premier rassemblement sur des ronds-points le 17 novembre, et du rendez-vous qui avait été pris pour le samedi 24. Mais, ce que je ne savais pas, c'est après, c'est que entre le samedi 17 et le samedi 24 novembre, des gilets jaunes, minoritaires évidemment, ont entrepris de se fixer sur le rond-point de McDo. Et donc, on commençait à rassembler des palettes, des bottes de paille, des cloisons en bois, enfin, toutes choses qui permettaient, des toiles en plastoc, toutes choses qui permettaient de construire, pour des gens bricoleurs, ce que je ne suis pas, avec des clous, des marteaux, des tournevis et des perceuses, de construire une cabane de briques et de brocs, mais d'emblée quand même correcte, grande, avec, je ne vais pas faire le détail, d'emblée, ils se sont sédentarisés. Ensuite, on a eu l'incendie, je ne pourrais plus te dire quand, 4 mois, 5 mois après, j'en sais plus rien. On s'est installé à Calcomiers, et c'est là que nous avons décidé que pour éviter la mésaventure du premier incendie, l'incendie du premier QG, que là, nous aurions une occupation permanente, nuit et jour, samedi, 360 jours sur 360 pour la faire grande, qu'on serait là la nuit y compris. Voilà. Là, on a commencé à occuper le rond-point Calcomiers tout le temps. Et toujours, ça aussi, ce fut quelque chose de permanent, le soutien. Le soutien que on ressentait à travers tous les klaxons, même quand, on pourrait dire, quand le barrage était filtrant, ils auraient pu klaxonner de colère. Mais on ne faisait pas du filtrant tout le temps, loin de là. Mais par contre, on était très visible. On avait eu plein d'échos, de ballons, on était très visible. Et là, pareil, clac, clac, le klaxon des voitures, des camionneurs, des voitures qui s'arrêtaient, qui nous apportaient à manger, Mais vraiment, ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça. Donc, cette sorte de symbiose entre les activistes que nous étions, et j'étais pas le plus activiste, mais j'avais des excuses, mon grand âge, mais enfin j'étais quand même pas mal activiste, et puis la population qui ne participait pas de manière active pour XY raisons, en gros professionnel le plus souvent quand même, parce qu'il fallait bien bosser tout ça. Non, ça s'est passé, ce fut un mouvement, vraiment un mouvement populaire. C'est ça d'ailleurs qui a fait que ce mouvement qui, quand on considère le nombre de gens qui ont été des activistes, c'était très peu, par le fait, à l'échelle nationale comme à l'échelle locale.
Mais quand tu considères, et ça, Macron et ses services de renseignement le savaient parfaitement, l'adhésion, la symbiose qu'il y avait entre les activistes gilets jaunes et les sympathisants, ça faisait énormément de monde. Énormément de monde. Voilà, c'est ça qui a fait que ça a duré si longtemps. Et que c'est le Covid qui a tout arrêté, en réalité. C'est le Covid, c'est-à-dire le confinement. Tout à l'heure, tu nous expliquais un peu qui étaient les Gilets jaunes, quel profil ils avaient. On y reconnaît difficilement des militants professionnels aguerris, des zadistes, etc. Donc la forme d'occupation, ça doit être une grosse nouveauté. C'est quelque chose qui s'est fait manifestement spontanément. Spontanément. Est-ce que c'était pas trop compliqué, surtout dans les périodes de froid? Est-ce que c'était pas... Comment ça a été vécu, ces occupations permanentes? Comment s'est faite la vie dans les cabanes? Ah ben alors, tout ce qu'il y a de plus simple, étant donné le mouvement de solidarité qu'il y avait, aussi bien des sympathisants, et que parmi les activistes, il y avait tous les talents. Il y avait tous les talents. Ceux qui ont monté les cabanes, et puis on avait des copains, des copines, qui habitaient pas si loin que ça. J'ai le souvenir là d'un couple de garagistes, c'est-à-dire à leur compte, qui habitaient pas loin en plus, qui étaient gilets jaunes, mais qui y participaient. Et l'activité principale de ce couple, et surtout de la dame, elle préparait la cuisine tous les jours. Et je crois, sans jamais d'argent. On l'aidait un peu, mais vraiment, spontanément, bénévolement. Des garagistes, pas l'ouvrier, pas le salarié, non, des garagistes à leur compte. Un couple de garagistes. Et cette dame, extraordinaire, elle apportait à manger. Et cette dame, en plus, elle avait quelques accointances avec le RN, sans être RN, mais elle avait des réflexes qui, des fois, pouvaient être dérangeants pour quelqu'un comme moi, mais que, très vite, tu la faisais retomber sur terre. C'est ça qui était intéressant. C'est pour ça que la gauche, qui au début a eu une forme de dédain, et qui nous a d'ailleurs quand même coûté cher au bout du bout, avec ces gilets jaunes, elle a eu, mais complètement tort. Parce qu'il faut, c'est-à-dire que, pourquoi elle a eu tort? Parce que la gauche, celle dans laquelle je me reconnais, beaucoup moins la France Insoumise, beaucoup moins, voire pas du tout. Mais l'autre gauche, que je connais très bien aussi, la CGT, par exemple, elle ne peut pas, dans son logiciel, admettre que l'extrême droite, elle rencontre une adhésion populaire. C'est pas dans son logiciel d'admettre qu'un ouvrier peut se reconnaître dans les thèses du Rassemblement national. Et donc, ils n'ont pas vu, à mes yeux, combien, s'ils avaient été d'emblée, mais sans vouloir prendre l'affaire en main, un peu comme je te l'ai dit en ce qui ma manière de procéder, parce qu'on considère, mais c'est pas nous qui allons être la cheville ouvrière, qui allons décider, qui allons choisir tel ou tel mode d'action. Rien. T'es là modestement. Mais en même temps, t'es là avec tes qualités humaines, ta capacité d'ouverture, de dialogue, pour apprendre à se connaître. Et il y a intérêt, je le dis encore aujourd'hui, nous avons toute la gauche, elle a un intérêt absolu à ne pas cracher sur l'électorat du Front National ou du RN, puisque grand nombre de ces gens sont des gens qui vivent la réalité du peuple français, puisqu'ils en sont. Simplement, ils se trompent. Ils se trompent de cible. Ils se trompent d'adversaire. C'est tout. Mais ce sont des gens qui ont des qualités humaines. Et je l'ai ressenti, je l'ai mesuré quasi tout le temps au sein des Gilets jaunes. Mais aujourd'hui, le mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui, c'est l'histoire, c'est plus l'actualité. Mais ce peuple, il est là.
qui va voter apparemment fortement pour le Rassemblement national aux européennes, il est là. Et ce peuple, il est fait de gens comme toi, comme moi. Il ne s'agit donc pas de les mépriser. On a pu voir dans l'histoire du mouvement des Gilets jaunes des personnes qui se présentaient comme des porte-paroles ou des représentants et qui, pour un bon nombre, étaient issus de la droite, voire de l'extrême droite. J'ai noté Benjamin Cauchy, qui était un ancien élu UMP et qui est passé par Debout la France puis Reconquête. On avait Jacqueline Moureau. Qui était... Ah oui, mais là tu parles. Oui, Benjamin Cauchy, Jacqueline Moureau, c'est celle qui a dit « Mais qu'est-ce qu'ils foutent de tout notre pognon ?» C'est ça. Qui s'est fait une petite notoriété. Voilà. Sauf que ces autoproclamés porte-parole ont reçu des menaces de mort de la part de Gilets jaunes quand ils ont annoncé vouloir aller discuter avec le gouvernement, avec Édouard Philippe, au nom des Gilets jaunes. Et du coup, ça met en lumière quand même un rapport assez particulier avec la question d'être représenté ou pas représenté, d'avoir des porte-paroles ou non. Alors quel était plus ou moins le positionnement des Gilets jaunes à Rodez sur la question ? C'est pour moi c'est le talon d'Achille des Gilets jaunes. C'est ce qui fait que ce grand mouvement qui bénéficiait d'un grand soutien populaire a finalement débouché, a fait quand même plutôt pchit. Bon, le Covid a beaucoup aidé à ce que ça fasse pchit, mais déjà avant, ça avait quasiment fait pchit. Pourquoi ? Parce que, et là par contre, je ne l'ai pas trop ressenti à Rodez, mais j'ai participé à des réunions nationales des Gilets jaunes. Je suis allé à Marseille, une première fois où je me suis fait piéger, mais on n'est pas tombé dans le piège. Quand je dis on, parce qu'on y est allé à 4 ou 5 de Rodez. On avait rempli une voiture de Gilets jaunes qui sommes allés à Marseille en janvier 2019. Et on s'est fait piéger parce que on est allé à une réunion qui avait été organisée par des Gilets jaunes qui avaient une certaine notoriété nationale grâce à leurs apparitions fréquentes à la télévision. On est arrivé dans les locaux du Provençal. On ne le savait pas. Et on a été plus que très mal reçus. Pour tout te dire, si tu ne t'en souviens pas, le Provençal, c'était, je dis c'était parce qu'il est mort depuis, le canard de Bernard Tapie. Et Bernard Tapie, lui, s'était mis en tête de récupérer le mouvement. Donc, il avait ouvert ses locaux. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, très très mal reçus. Pourquoi ? Parce que il nous a reçus, alors on était 200, venus de tous les coins, non pas de la France, mais du Sud. Il nous a reçus dans le grand entrepôt, donc c'est des imprimeries, où étaient stockées les immenses bobines de papier qui passent dans les rotatives, tu vois. Donc un local complètement industriel, mais surtout, pour ça que je dis qu'on a été très très mal reçus. Ce jour-là, en plus, il faisait extrêmement froid, glacial. C'est-à-dire qu'on a passé la journée là à se les geler. On était habillés, évidemment en hiver, mais on n'a jamais pu poser le moindre manteau. Tant il faisait froid, se couvrir. Mais c'était vraiment atroce. Et là, participer et animer cette réunion, les 3 ou 4 figures qu'on voyait à la télévision, une jeune femme qui a joué un rôle très positif aux Gilets jaunes, qui était une femme aide-soignante, qui avait été une des premières, au tout début, avant même que le mouvement ne commence, qui avait été interviewée en Normandie. J'ai plus son nom je l'ai, j'ai plus son prénom. Oui, Ingrid Levavasseur. Oui, c'est ça, c'est elle. Il y avait donc Ingrid Levavasseur qui a été pour moi celle dont le témoignage a contribué considérablement à être soutenu, avant même le 17 novembre, par une bonne partie du peuple français. Parce qu'elle a raconté par le menu la manière dont elles travaillaient et surtout la manière dont elles étaient mal considérées. Mal payées, considérées comme des moins que rien. Il y avait
lui beaucoup moins reluisant, d'emblée d'ailleurs, un gars qui était, je crois c'était un forgeron de la Drôme, à son compte, lui. Et c'est celui qui s'est fait connaître, j'ai plus son nom, qui s'est fait connaître parce qu'à un moment donné, lui, il était vraiment noyauté par l'extrême droite, il a eu l'idée saugrenue de considérer que la porte de sortie à Macron, c'était le général de Villiers, le frère de Philippe de Villiers. C'est Christophe Chalençon. Christophe Chalençon. Il y avait donc ce personnage-là, et il y avait un autre personnage, dont pareil, je ne vais pas pouvoir dire le nom, mais qui avait un nom, je crois, arménien. Donc c'était les trois personnages qui avaient une surface médiatique que les autres n'avaient pas, et qui donc, d'une certaine manière, ont été les animateurs naturels de cette réunion. Mais cette réunion, dont on avait compris d'emblée, rien qu'en arrivant à l'endroit où je t'ai dit que ça s'est passé, on avait compris d'emblée que c'est Tapie qui était derrière. Mais ça a quand même été intéressant, parce qu'on s'est quand même retrouvé un certain nombre à faire le même constat. Donc à se dire, rien avec ces gens-là. Même avec Ingrid Levavasseur, que pourtant je respectais et que je continue quand même à respecter, parce que je pense qu'elle est consciente, même si elle a tenté à un moment donné de trouver une sorte de débouché politique à son engagement aux Gilets jaunes, mais elle n'a pas trop insisté, à la différence de Chalençon, par exemple. Donc, on a compris là que c'était une pantalonnade dans laquelle Tapie avait quelque volonté de récupération et donc de nous envoyer carrément dans le mur. On l'a quand même très vite compris, ça nous a valu quand même un aller-retour Rodez-Marseille pour rien. Bon, ensuite, j'ai participé, donc ça devait être en avril ou en mai, pareil, là, il a toujours fait froid, bordel. On y est monté avec mon camping-car à Saint-Nazaire, une réunion nationale des Gilets jaunes à Saint-Nazaire. Très froid, mais très intéressant. Et pareil, là par contre, on n'a pas été piégé. Là, il n'y a pas eu, du moins alors, je ne l'ai pas vu. Et donc, non, là, ça s'est correctement passé, il n'y a pas eu d'embrouille, il n'y a pas eu de... Non. À Saint-Nazaire, en plus, dans une ville à la tradition ouvrière bien établie, enfin bon. Là, il n'y a pas eu de problème, et c'était très, très intéressant, et ça a permis au mouvement des Gilets jaunes d'essayer de se structurer. Mais, je t'ai parlé tout à l'heure du talon d'Achille des Gilets jaunes, néanmoins, les Gilets jaunes, tout au long de leur parcours, se sont heurtés à cette volonté farouche, tellement farouche, de ne pas être récupérés politiquement, qu'ils ont refusé tout type d'organisation. Tout type d'organisation, et n'en ont pas voulu. Dès qu'une tête commençait à dépasser, vlouf, comme tu as dit. Bon, il se trouve que tu m'as parlé de menaces de mort à l'encontre de cette personne que par ailleurs je ne portais pas spécialement dans mon cœur. Je pourrais dire, bon, je m'en fous. Mais non, je m'en fous pas. C'est quand même significatif d'une démarche malsaine, non démocratique, intolérante. J'ai cru longtemps qu'un personnage pour qui j'ai toujours un grand respect, qui apparaissait à la télévision, comme Gilet jaune, un avocat de Rouen, François Boulot, avec cette manière qu'il avait très ouverte, très tolérante. Je ne sais pas si tu vois de qui je veux parler, François Boulot, mais vraiment, c'était pour moi celui qui exprimait le mieux ce qu'étaient les Gilets jaunes, même s'il y a eu un personnage qui a quand même beaucoup compté, surtout à partir du moment où il est devenu borgne. Jérôme Rodriguez, voilà. Et lui aussi a pesé beaucoup, et notamment chez nous, dans le Sud, puisqu'il était du Sud. Et donc il a pesé beaucoup, il a beaucoup influencé, mais au bon sens du terme. Pas avec la même... il n'avait pas le langage aussi châtié, aussi policé que pouvait l'avoir François Boulot, mais c'est quelqu'un qui... Et lui, pareil, venu de loin.
venu de loin, pas du tout d'un parti politique, non, venu d'une condition sociale très, très basse, mais non, lui, il n'a pas flirté avec l'extrême droite, mais qui pouvait avoir des réflexes, tu vois, aurait pu être apparentés. Voilà, lui, il a aussi beaucoup. Mais le grand talon d'Achille, c'est celui-là. Pour revenir à cette idée que tu as développée, que ce qui a perdu le mouvement des Gilets jaunes, c'était le refus de s'organiser Oui. ou de se structurer. Oui. Je me suis repassé, avant de te recevoir, l'appel des Gilets jaunes de Commercy, Oui. qui fait un peu de bruit parce que eux se revendiquaient explicitement de la démocratie directe. Oui. Et, c'est là qu'est commencé à sortir l'idée du RIC. Voilà. Et ils rejetaient aussi explicitement toute forme de représentation et de porte-parole attitré. Oui. Mais ça traduisait tout de même une volonté de s'organiser par assemblée localement. Oui, c'est ce qui fait que c'est à partir de Commercy qu'a eu lieu la grande réunion de Saint-Nazaire. Est-ce que c'est des débats qui ont traversé les Gilets jaunes de Rodez? Est-ce qu'il y a eu ce questionnement de est-ce qu'il faut des porte-paroles ou pas? Comment s'organiser? Qu'est-ce qui est le plus démocratique ou pas? Ça nous a traversé, mais très clairement, je suis certain de ce que je vais dire. Si il y avait eu une structuration du mouvement, Rodez aurait été, parmi les Gilets jaunes, ceux qui auraient mordu à l'hameçon, qui auraient favorisé cette démarche. Parce que, il faut dire que ceux qui étaient les animateurs, c'était des types extrêmement structurés dans leur tête et qui avaient une certaine conscience de l'intérêt à se structurer. Mais malheureusement, Rodez étant ce que c'est, on ne peut pas dire qu'ils aient pesé dans le mouvement comme ont pu peser des gens venus d'ailleurs, de plus grandes localités, ou qui avaient eu la chance d'être happés par les plateaux de télévision. Le seul, à mes yeux, qui avait une volonté structurante de ces Gilets jaunes, c'est François Boulot. Pour les autres, c'est pas ils auraient été hostiles, même s'il y en avait qui l'étaient. Mais c'était pas dans leur manière d'être. C'est une forme, moi j'appelle ça anarchisante. Ça veut pas dire que tu es forcément anarchiste parce que tu es anarchisant. Une forme d'absence de rigueur, des idées à foison, mais à un moment donné, les idées à foison, il faut les rassembler. Il faut que ça se transforme en un corps d'idées, en un corps de propositions, mais vraiment très solide. La seule idée fédérative, s'il y en a une, c'est le RIC, qui est arrivé qu'après, grâce aux gens de Commercy, entre autres. C'est la seule idée, vraiment, qui a irrigué la totalité des Gilets jaunes de France. Et autour de cela, il y avait une capacité à se structurer. Mais malgré cela, même si on avait trouvé là le truc qui était susceptible d'agréger, et malgré tout, alors il faut dire qu'on a joué un peu de malchance, parce que le mouvement, il allait en s'étiolant, c'est évident. Parce que occuper tous les jours, dormir pas tout le temps, toutes les nuits les mêmes, mais se relayer pour dormir toutes les nuits, parce que ça s'est fait pratiquement partout, puisqu'il y a eu quand même des malotrus qui ont mis des incendies, parce que Calcomiers, par exemple, on a eu l'incendie du QG du McDo, du rond-point des Moutiers, mais on a aussi, juste avant, à la fin 2019 ou au début 2020, il y a eu l'incendie de Calcomiers. Pareil, ça a été brûlé complètement. Parce qu'on s'est tiolé. Par exemple, Calcomiers, on n'a plus, ou plus toutes les nuits, assurer la garde. Au début, on assurait la garde à 4, 5, 6. Et puis au fur et à mesure, c'était 4, 5, et puis 3, 4, et puis voilà, puis 1, puis même parfois des nuits, pas du tout. Et la nuit où on a été brûlé, pas du tout. Moi j'ai une dernière question, un peu plus personnelle. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, le mouvement des Gilets jaunes? Qu'est-ce que tu en as retiré? Est-ce qu'il y a eu un avant et après Gilets jaunes pour toi? Ça n'a pas changé grand-chose dans ma vie, puisque moi, je suis un militant de toujours. Donc, je n'ai pas été plus militant après qu'avant, ou moins militant après qu'avant. Ça m'a renforcé dans une conviction. J'avais ce pressentiment. Avant,
le mouvement des Gilets jaunes. Maintenant, ça n'est plus un pressentiment, c'est une certitude. À la différence de la plupart des gens de ma famille politique. Quand je dis famille politique, j'y mets tous les anticapitalistes, ou qui prétendent toujours l'être. La grande majorité des gens de ma famille politique considèrent avec un certain mépris l'ensemble des électeurs ou des sympathisants du Rassemblement national. Moi pas. Et ce qui était un pressentiment de ma part que je n'avais pas concrétisé, puisqu'en même temps que j'étais un peu mal à l'aise par rapport à la manière, on va dire, intolérante de considérer l'électorat du Rassemblement national, mais en même temps, je n'avais pas eu l'occasion jusque-là de pouvoir le vérifier sur le terrain, parce que je ne faisais pas spontanément la démarche. Les Gilets jaunes m'ont donné cette opportunité, m'ont donné cette occasion de me confronter à quelques éléments populaires de l'extrême droite. Et donc si quelque chose n'a pas changé fondamentalement, puisque c'était, mais m'a confirmé et me fait dire que je n'ai aucune, mais vraiment aucune démarche d'intolérance vis-à-vis de gens qui se reconnaissent dans le vote. Le militantisme, c'est autre chose, hein. Mais ceux qui ne sont pas des militants, mais qui vont voter, presque les yeux fermés, pour le RN, mais qui y sont gagnés depuis peu. Évidemment, je ne vais pas parler de l'électeur du RN, qu'il est un petit peu comme cette femme que, imbécilement, la propagande macroniste met en avant, la fameuse Colombe, dont il apparaît. Alors, ils ont essayé de la présenter comme étant une de ces électrices du Front National, du Rassemblement National, qui aurait été gagnée maintenant, mais pas du tout. Cette femme, dès qu'on l'a creusé un petit peu qui elle était, même si effectivement elle se présente sous le jour de quelqu'un du peuple, c'est-à-dire une fonction modeste, je ne sais plus laquelle, peu importe, elle a quand même dit qu'en gros, depuis qu'elle vote, elle vote extrême droite, c'est-à-dire que même du temps de Jean-Marie Le Pen. Donc je ne parle pas de cela. Ceux-là, pour moi, sont irrécupérables. Et ceux-là, je les tiens pour des racistes invétérés que rien n'y fera. Je parle de ces ouvriers, de ces employés, de ces électeurs plus généralement, y compris commerçants, artisans, qui sont des gens normaux, honnêtes, tu vois, et qui vont voter Rassemblement National. Là, mais qui ont pu voter socialiste, parce que le RN, il tire de partout. Vos communistes, pourquoi pas France Insoumise, il y en a qui ont voté France Insoumise, y compris en 2022, qui vont voter Le Pen, je ne sais plus comment, le Bardella au mois de juin, là. Ça, évidemment que ça va se produire. Qui ont voté Macron, qui ont voté UMP. Enfin, UMP, la consanguinité est assez évidente. Mais au moins pour ceux qui viennent de la gauche, moi je tire pas un trait, et j'ai pas du tout envie de leur rentrer dans la gueule. Moi j'ai envie de les écouter, j'ai envie de les rencontrer. Quand tu me demandes qu'est-ce que ça a changé, ça, c'est-à-dire de vouloir faire la démarche que je ne faisais pas jusque-là, vers ces gens. Ne pas les rejeter parce qu'ils vont voter RN. Non, pas du tout. Tu sais, à la CGT, il y a des gens qui sont au RN, et encore plus qui vont y voter. Il ne faut pas les rejeter. Il faut discuter avec eux, mais discuter, non pas en leur faisant la leçon. Toujours pareil. C'est toujours, tout est dans la manière. Si tu y vas avec ta superbe j'ai raison et t'as forcément tort, c'est pas possible que, t'as perdu. T'as perdu d'avance. Parce que le gars, il se dit, il me prend pour un imbécile. Ou pour qui il se prend. Mais non, c'est dans la vie. C'est comme ça que j'ai fonctionné avec les Gilets jaunes et que aucun de ces gens ne m'a rejeté en disant, mais lui, il est à la France Insoumise, qu'est-ce qu'il fout là? Ou il est à la CGT, qu'est-ce qu'il fout là? Personne. Jamais. À aucun moment, jamais. Ils savaient simplement que je n'allais pas peser dans leurs décisions. Ils le savaient, je leur avais dit. Même pas pour voter. Puisque je m'étais dit, si jamais le vote il se fait à une voix, et que c'est la mienne qui fait basculer, qu'est-ce que je fais? Bon voilà, donc je ne participais pas.